Kamala Harris, héritière de Joe Biden, démocrate, elle porte les espoirs des progressistes américains et elle est face à un Donald Trump qui semble représenter l'isolationnisme, la xénophobie, le nationalisme. À un jour de l'élection américaine, je vous propose de discuter avec Sonia Delestal-Stolper. Sonia, tu es la chef de notre service Planète. Salut Sonia. Salut. Alors pour commencer, ma première question est dans le vif du sujet. Est-ce que Kamala Harris a une chance de remporter cette élection américaine ? Mais absolument, elle a une chance notamment parce que d'abord les sondages sont tellement serrés. Je vous fais une toute petite pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube de Libération. On fait des discussions comme ça toutes les semaines. Commentez sous cette vidéo pour nous donner votre avis, likez-la si elle vous plaît et je vous souhaite un bon visionnage. Parce que d'abord les sondages sont tellement serrés que c'est très très difficile de prévoir qui va se présenter, qui va être le vainqueur. Et puis on décèle depuis quelques jours, depuis peut-être une semaine, 10 jours, une sorte de renouvellement. En fait, ça s'est passé par vagues, l'enthousiasme Kamala Harris. On a senti une vraie dynamique qui s'est installée quand Joe Biden s'est retiré et que Kamala Harris a été officiellement investie comme ça la candidate démocrate. Donc ça, c'était juillet, début août. Et puis, depuis septembre, octobre, on sentait qu'il y avait un petit plateau. La dynamique était un petit peu moins là. Et puis, depuis quelques jours, on sent qu'il y a des frémissements un peu partout. Ça s'est notamment caractérisé par un sondage qui a surpris tout le monde dans l'Iowa ce week-end, qui a été publié samedi, et qui donne Kamala Harris en tête de 3 points, donc à 47 contre 44. Et ce qui est intéressant, c'est que cet État n'est pas un État, ce qu'on appelle les swing states. Donc, ce sont ces États qui, en fait, selon les élections, vont une fois côté républicain, une fois côté démocrate, et ce sont eux qui, en général, déterminent le résultat de l'élection. Donc, ça, c'est pas du tout. C'est un État qui est vu comme un État extrêmement rouge, donc républicain. Les 2 dernières élections, il a voté pour Donald Trump largement, plus de 10 points d'avance. Et là, on a ce sondage qui est en faveur de Kamala Harris. Et ce qui est intéressant, c'est que le sondeur, ou la sondeuse plutôt, pour ce sondage, est quelqu'un qui est extrêmement réputé et qui a toujours fait des pronostics qui se sont révélés justes. Alors, pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'on peut faire déjà un premier point sur Kamala Harris ? En fait, qui est Kamala Harris ? D'où est-ce qu'elle sort ? Et notamment, elle a repris, donc, comme tu disais, le flambeau de Joe Biden. Oui, c'est la vice-présidente des États-Unis. Elle était sur le ticket de la dernière élection avec Joe Biden, donc comme sa vice-présidente. Elle est californienne elle est née en Californie, elle a une mère indienne et un père afro-américain, et donc elle est métisse. C'était déjà une première. C'est une femme qui, au cours de sa carrière, a cassé ce qu'on appelle à chaque fois le plafond de verre. Donc elle a été procureure générale en Californie. Tout au long de sa carrière, elle a eu des étapes comme ça, et déjà sa nomination et son élection sur le ticket Biden comme vice-présidente des États-Unis, c'était déjà une première, et elle avait déjà cassé en partie le plafond de verre. Ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que si Kamala Harris est élue présidente des États-Unis, elle sera la première femme présidente des États-Unis, et pourtant, c'est pas quelque chose qu'elle a beaucoup mis en avant pendant sa campagne. Elle en a parlé, mais elle a très souvent, quand on lui a parlé de ça, elle a très souvent répondu, en fait, avant d'être une femme, je pense, la personne la plus compétente pour devenir présidente des États-Unis. Et c'est marquant parce que il faut savoir que les démocrates sont traumatisés par l'élection de 2016 avec Hillary Clinton, qui, elle, avait utilisé cet argument énormément pendant la campagne, et ça s'était en partie retourné contre elle. Donc, en fait, Kamala Harris a été extrêmement prudente par rapport à ça. Pour parler justement de sa campagne, comment est-ce que Kamala Harris, elle a mené sa campagne aux États-Unis ? Alors, au pas de charge, mais ça, c'est quelque chose que les 2 candidats ont en commun. Ils ont arpenté les États-Unis, et particulièrement ces fameux swing states. Donc, il y en a 7 qui vont être absolument cruciaux et qui pourraient vraiment faire basculer l'élection au cours de la nuit de mardi à mercredi. Mais aussi peut-être pas, parce que si c'est trop serré, on peut se réveiller, et ceux qui ne seront pas debout dans la nuit de mardi à mercredi pourraient se réveiller avec toujours pas de président clair aux États-Unis, comme on peut aussi avoir une grande surprise. Donc Kamala Harris, elle a arpenté tout ça, et elle a visé, alors effectivement, elle a beaucoup utilisé, je disais qu'elle n'avait pas utilisé la question de le fait qu'elle soit de son genre, le fait qu'elle soit une femme. En revanche, elle a beaucoup utilisé des arguments qui touchent les électrices, donc les femmes, et notamment le recul
dramatique et absolument phénoménale sur les droits de la femme à disposer de son corps, hein, donc notamment les droits à l'avortement. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a martelé meeting de campagne après meeting de campagne. Et c'est vrai qu'on sent au niveau des électrices, il y a un vrai sujet là. Ce sujet-là, le fait que les droits des femmes qui ont été tellement longs à acquérir aux États-Unis soient grignotés, voire balayés petit à petit par Trump et sa clique, et qui promet en plus d'aller encore plus loin. Il n'y a pas de doute que c'est un élément fondamental dans le vote des femmes. Et d'ailleurs, dans le fameux sondage dont je vous parlais au début, dans l'Ohio, ce qui était intéressant, c'est que ce sont les femmes plutôt éduquées et de plus de 65 ans, donc des femmes qui ont connu la lutte des droits pour les femmes, justement à disposer de leur corps, le droit à l'avortement, etc., qui sont massivement tournées vers Kamala Harris dans un État, en principe, particulièrement républicain. Et justement, concernant le droit des femmes, il y a un argument qu'elle a beaucoup mis en avant, c'est le droit à l'avortement. On se souvient du retour sur l'arrêt Roe v. Wade qui garantissait l'avortement aux États-Unis. En quoi ça a été un argument fort pour Kamala Harris, ce droit à l'avortement aux États-Unis ? Parce que je crois que ça fait partie des droits fondamentaux. Les États-Unis et les Américains sont toujours très fiers de leur démocratie, de leur pays et des droits qui ont été très chèrement acquis. Ce sont comme les droits, et Kamala Harris là-dessus, elle joue aussi, hein, les droits des communautés afro-américaines aussi, la ségrégation, toutes ces luttes-là sont des luttes qui ont fait des États-Unis une démocratie particulièrement forte jusqu'à ces dernières années. Donc je pense que la remise en question de ce droit-là fondamental, ou en tout cas considéré comme fondamental par énormément de femmes et d'hommes hein, aussi, a joué particulièrement là. On est au-delà des questions de programme, on est vraiment dans un truc qui je pense... touche les tripes, quoi, en fait. C'est quelque chose de vraiment important, d'avoir le choix, en fait. Le choix de disposer de ton corps et de prendre tes propres décisions en étant une femme. Parmi les arguments de Harris face à Donald Trump, donc il y a ces arguments par rapport aux droits des femmes, est-ce qu'il y en a d'autres qu'elle met en avant dans sa campagne ? Elle met en avant, alors paradoxalement, ou c'est intéressant parce qu'il y a deux campagnes. C'est très. Alors les candidats ne pourraient pas être plus différents, ça c'est sûr, mais dans le ton de la campagne, elle met beaucoup l'accent sur le rassemblement, sur être la présidente de tous les Américains. Elle a pris extrêmement garde à ne surtout pas. Alors c'est pour ça qu'une gaffe de Joe Biden a été un problème pour elle quand Joe Biden a comparé certains des électeurs de Trump à des ordures. Elle dit moi je serai la présidente de tous les Américains. Sous-entendu, y compris de ceux qui auront choisi Trump. Donc elle a beaucoup été dans cette espèce de rhétorique sur le rassemblement. Elle a fait une campagne aussi assez joyeuse, entre guillemets. Elle est très souriante. On l'a vu encore samedi soir, elle a fait une apparition surprise sur l'émission culte sur NBC, Saturday Night Live, exactement, où elle a fait un sketch qui est assez hilarant et encore une fois très souriant, etc. Et son colistier Tom Waltz, pareil, ils ont essayé d'être extrêmement plutôt positifs, contrairement à Trump qui est beaucoup plus dans l'invective, dans la violence, la division, l'outrance, etc. Au fil de cette campagne, est-ce que ces arguments ils ont réussi à toucher les Américains ? Comment est-ce que les sondages ont évolué ? Est-ce qu'elle a réussi à rassembler des gens, Kamala Harris, face à Donald Trump ? Ça, on le saura, on espère le 6 au matin, hein, c'est difficile de le dire. Les sondages sont restés très serrés, avec parfois un avantage à Trump, parfois un avantage à Kamala Harris. Elle a perdu, par exemple, une partie de l'attraction que les démocrates avaient au sein de la communauté afro-américaine, par exemple. Jusqu'à présent, c'était traditionnellement le vote afro-américain, c'était le vote pour les démocrates, ça a été le vote pour Joe Biden à une immense majorité. Là, il y a clairement eu un peu de grignotage à ce niveau-là, et notamment dans des États comme la Caroline du Nord, par exemple. Donc elle essaye de rassembler, et c'est lié à
Trump est très fort pour jouer des divisions. Donc c'est par exemple, il va dire, vous avez perdu vos emplois, les immigrés mexicains ont mangé les emplois ou ont pris les emplois des Afro-Américains. Et ça, c'est des choses qui touchent parfois quand il y a une crise économique ou pas, enfin, ou quand on est dans une situation où on a l'impression que la vie est de plus en plus chère et qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, même si on a un emploi, etc. Donc elle a fait attention à donc c'est vrai que c'est pas, il n'y a pas une image très claire, hein. Il n'y a pas de doute, les femmes, il n'y a pas de doute qu'elles les attirent et qu'il y a vraiment un penchant pour les femmes, y compris, alors, je parlais des femmes plus âgées, mais il y a aussi les femmes très jeunes, donc ce qu'on appelle les primo-votantes, donc celles qui vont voter pour la première fois. Et c'est très difficile du coup de les attraper dans les sondages parce que ce sont des personnes qui vont voter pour la première fois, donc on ne sait pas exactement où elles sont, on n'a pas forcément on peut pas forcément les retrouver dans les sondages, mais c'est vrai qu'on sent auprès des jeunes, des femmes jeunes, pareil, une attraction pour la candidature de Kamala Harris. On a un commentaire de Bandini, Fred, qui dit qu'il y a une vraie polarisation de la société américaine et qu'on voit très bien dans cette campagne électorale. Comment est-ce que cette polarisation, justement, elle s'exprime dans le combat Trump face à Kamala Harris ? Elle s'exprime dans le sens où à l'heure actuelle, et quel que soit le résultat, il y a près de la moitié des Américains au moins qui sont prêts à voter pour une candidature aussi extrême et polarisante que celle de Donald Trump, qui a toujours été quelqu'un de très outrancier, de parfois vulgaire ou violent, mais là, c'est parti, ça a atteint des niveaux qu'on n'avait jamais vus jusqu'à présent. Enfin, il n'y a pas plus tard qu'hier, dans un de ses derniers meetings de campagne, il a expliqué, lui qui a été l'objet de 2 tentatives d'assassinat pendant cette campagne, il a quand même trouvé utile de dire qu'il ne verrait aucun problème à ce qu'on tire sur des journalistes. On est dans une démocratie, c'est un appel au meurtre direct devant des foules. Donc on part et c'est pas que des journalistes. Il a aussi dit la même chose pour Liz Cheney, donc une républicaine qui soutient Kamala Harris et qui ne veut absolument pas soutenir Donald Trump. Donc en fait, on est dans un contexte, et c'était intéressant, il y avait un de nos envoyés spéciaux qui a fait un papier qui est dans le journal aujourd'hui et qui est sur le site, et qui explique comment en fait les électeurs, tu as à la fois les électeurs démocrates qui ont un timide espoir qu'on puisse avoir une grosse surprise et avoir une victoire très nette de Kamala Harris, et de l'autre côté, tu as un camp Trump qui est super optimiste, mais pas parce que les sondages sont en sa faveur, mais parce qu'en gros, ils ont décidé qu'ils n'accepteront pas le résultat, surtout s'ils perdent. Et c'est là que le danger est. Il y a une vraie angoisse aux États-Unis à l'heure actuelle qu'on puisse assister à des scènes de violence, à des tentatives de ne pas reconnaître l'élection. Il faut quand même rappeler que le candidat républicain, donc Donald Trump, aujourd'hui en 2024, continue à dire qu'il a gagné l'élection de 2020, continue à refuser de reconnaître il vient de dire « je n'aurais jamais dû quitter la Maison-Blanche parce que j'étais le vainqueur ». Et justement, comment est-ce que Kamala Harris, elle, qualifie Trump, traite Trump dans ses apparitions, dans sa campagne ? Comment elle le considère ? Alors, elle est beaucoup moins outrancière, mais elle est assez directe. Donc, elle n'a pas hésité, puisqu'il y avait eu un des anciens membres de l'état-major de l'armée au moment où Trump était à la Maison-Blanche, qui avait dit Trump, aujourd'hui, affiche toutes les caractéristiques d'un fasciste. Et quand on lui a posé la question, elle a dit oui. Oui, c'est un fasciste. Donc, elle ne mâche pas ses mots. Et elle rappelle ça. Elle rappelle, il divise, il ment. Il est quand même inculpé, condamné pour plusieurs affaires. C'est l'homme le plus sexiste qui puisse exister, ou un des plus sexistes. Et il y a une vraie mouvance masculiniste qui le vénère. Hein. C'est presque comme c'est très particulier quand vous assistez au meeting de Donald Trump et quand vous regardez la foule et tous nos envoyés spéciaux qui ont assisté à la fois à des meetings de Kamala Harris et des meetings de Donald Trump, et pas seulement à l'un des deux, à chaque fois ils ont la même réflexion. Ils disent ça ressemble à une secte en fait. C'est comme si on était complètement envoûté d'une certaine manière par ces espèces d'outrances et de violences verbales, voire physiques.
On parlait tout à l'heure des électeurs de Kamala Harris, et donc notamment des électrices. Il y a une part de ces électeurs qui sont des femmes, et notamment des femmes primo-votantes. À part ces femmes, qui sont les électeurs de Kamala Harris? C'est qui aujourd'hui? Ils représentent quoi? Alors, les électeurs de Kamala Harris, bon, les démocrates, c'est beaucoup de gens plutôt plus éduqués, donc plutôt des femmes, effectivement, plutôt urbains aussi. Il y a aussi, effectivement, les communautés des différentes ethnies, que ce soit afro-américains, etc., qui sont quand même en majorité plutôt tendance à voter pour des démocrates. Voilà, c'est ça. La grosse différence, elle est au niveau du genre, effectivement, puisqu'on a plus de femmes. Au niveau de l'âge, c'est souvent plus des jeunes qui votent pour Kamala Harris. Et en termes âge, genre et effectivement, niveau d'éducation, c'est souvent plutôt des populations plus éduquées vont avoir plus tendance à aller vers Kamala Harris. Et ces électeurs, justement, à l'arrivée du scrutin, comment est-ce qu'ils se sentent? C'est quoi leur état d'esprit à J-1 du scrutin des élections américaines? Alors, côté démocrate, il y a une très, très, très forte angoisse. Il y a un timide espoir, mais j'ai parlé avec plusieurs Américains démocrates qui m'ont dit, oui, on voit qu'il y a une petite dynamique Harris, mais en fait, on est traumatisé par 2016, donc on n'ose même pas espérer que ça puisse être ça la solution et qu'en fait le résultat puisse être clair et net pour Kamala Harris. Donc il y a ça, et il y a une grosse angoisse aussi parce qu'on sait que si le résultat est serré, en imaginant que Kamala Harris arrive en tête mais que le résultat soit très serré, on sait d'ores et déjà que le camp Trump va refuser de reconnaître le résultat et va faire tout ce qu'il pourra, donc c'est-à-dire avec essayer de lancer des recours en justice, mais aussi des procédures d'intimidation qui ont déjà commencé, puisqu'il faut que chaque comté reconnaisse et valide chaque résultat, et vont essayer tout ce qu'ils pourront par tous les moyens, et on l'avait vu en 2020 déjà, il y a quand même eu l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, il ne faut pas l'oublier, c'est après que Trump a appelé très directement au micro ses partisans à marcher sur le Capitole. Donc il y a une vraie angoisse de guerre civile, n'ayons pas peur des mots, cette angoisse, elle est là aussi. On a un commentaire sur Twitch, Rafou35, qui te demande si on compare aux partis politiques français, où est-ce qu'on pourrait situer Kamala Harris et son programme? Alors c'est toujours compliqué de comparer le système, d'abord le système électoral américain qui est très différent du système électoral français, puisque le système électoral américain, on élit des grands électeurs, et ça veut dire qu'en gros, celui qui a rassemblé le plus de voix, le plus de pourcentage de voix, est celui qui remporte l'État, qui ensuite te permet d'aller au Congrès et d'être élu président. Donc c'est pas un suffrage direct comme en France. Je dirais que le programme démocrate, c'est un programme probablement en France qui est très centriste, c'est pas un programme de gauche, Quand Donald Trump dit Kamala Harris, les démocrates sont des communistes ou même des socialistes, c'est faux en fait. Si on regarde le programme, ça reste un programme très centriste, voire centre-droit, mais qui sont pour les États-Unis sur l'échiquier politique plutôt situés vers la gauche. Et justement, avec Kamala Harris à la tête du pays, les États-Unis et le monde ressembleraient à quoi? Alors, ressemblerait... Alors, c'est compliqué aussi à dire avant, mais son programme est pas catégoriquement, fondamentalement différent de celui de Joe Biden. On oublie, elle risque, si elle est élue, elle bénéficiera sans doute des retombées des réformes assez profondes, notamment au niveau des infrastructures qui ont été mises en place par l'administration Joe Biden et qui vont porter leurs fruits. L'économie, en fait, en dépit de ce qu'on entend dans le camp Trump, l'économie américaine va plutôt pas trop mal, voire pas mal du tout. Après, il y a la question de l'inflation qui ralentit sérieusement, et c'est ça qui pose souvent un problème parce que les gens ne voient pas les prix des aliments, de tout baisser, ça reste très très élevé. Donc c'est ça qui pose un problème. Mais ce qui est sûr, c'est que probablement, en tout cas pour les Européens, pour la guerre en Ukraine, pour
pour pas mal de grands sujets géopolitiques du jour, avoir une Kamala Harris à la Maison-Blanche permettra un dialogue beaucoup plus positif et beaucoup plus facile qu'avec un Donald Trump. Sonia, c'est quoi les dernières estimations sur cette élection américaine, notamment dans les États clés, les swing states? Comment est-ce que ça se passe pour Kamala Harris selon ces dernières estimations? Alors, ça reste super serré. Donc, on a selon les États, et ça change minute par minute. Il faut rappeler que les sondages se sont complètement plantés aux dernières élections, enfin, plusieurs dernières élections, y compris les élections midterm de 2022 où ils avaient sous-estimé le résultat démocrate. Donc, en fait, les instituts de sondage ont essayé de retravailler leur méthode de travail, leur pondération, etc., etc. La grande question qui se pose, c'est est-ce que justement, après le plantage qui a sous-estimé à chaque fois le vote démocrate, est-ce que cette fois-ci, ils ont trop sous-estimé aussi et que du coup, on pourrait avoir une surprise de ce côté-là? Mais c'est extrêmement difficile. Pour le moment, les sondages sont extrêmement serrés. Et dans les swing states, on est à 49-48 pour l'un, 47-46 pour l'autre %. Mais c'est extrêmement... on peut pas dire il y en a un qui est catégoriquement en tête dans tel ou tel swing state.